Sud Radio Sport et Rugby, François Trio. Avec Olivier Magne, bien sûr, et notre invité Guy Novès qui est avec nous, bien sûr, en direct. Bonjour Guy, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonjour à vous tous. Merci. Alexandre Priam, tiens, vous allez rappeler, parce que c'est vrai que le palmarès de Guy Novès est tellement vertigineux que parfois on l'oublie. On sait qu'il y a beaucoup de titres, mais c'est bien de se le rappeler. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop par où commencer. Parlons d'abord de la carrière de joueur, double champion de France en 85-86, Challenge du Manoir 88, Coupe de France 84, 7 sélections en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est 4 Coupes d'Europe, c'est 10 titres de champion de France, c'est une Coupe de France, un trophée des champions, quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, le trophée Coubertin en 2012, ça c'est ce que j'ai noté, mais c'est anecdotique, ouais. Et puis le challenge Yves du Manoir. Voilà, ça c'était pour la carte de visite, parce que c'est un petit rappel qui fait pas de mal quand même, Guy, mais on est là parce que vous avez sorti aussi un livre qui s'appelle La tête haute, mon autobiographie, je le montre à la caméra puisqu'on nous suit aussi sur les réseaux sociaux en direct. On est avec Olivier Magne, qui est un de nos consultants Sud Radio, Guy. Et Guy, je voulais quand même revenir sur une des confidences d'Olivier la semaine dernière, qui disait qu'il aurait aimé jouer au Stade Toulousain. Ça n'a jamais pu se faire finalement. Vous me posez la question ? Oui, je vous pose la question, Guy. Non, mais Olivier faisait partie évidemment des très grands joueurs de cette époque-là. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? J'imagine que nous avions au Stade Toulousain les joueurs à son poste qui étaient aussi des joueurs de qualité. Et donc, voilà, on n'a peut-être pas eu l'opportunité de se rejoindre à ce moment-là. Moi, j'ai dit qu'il était trop cher, mais voilà, ça, c'était ma version. Ouais, mais à cette époque-là, je pense qu'on ne venait pas pour l'argent, on venait pour justement prendre du plaisir, le maillot, et avec des valeurs assez particulières. Guy, dans ce livre, mon autobiographie La tête haute, c'est intéressant parce qu'on retrace tout votre parcours et comment votre passion pour le rugby est née. Moi, je voudrais juste coller à l'actualité du jour, c'est Angleterre-France, et vos 7 sélections, il y a eu 2 participations au tournoi 78 et 79, voilà, et il n'y a pas eu de match contre l'Angleterre. Est-ce que c'est un regret ? Quand on est joueur, on regarde toujours de ne pas jouer les grandes nations du moment. Donc, à ce moment-là, évidemment, l'Angleterre, comme le Pays de Galles, faisait partie, comme ils sont toujours partis, peut-être un peu moins en ce moment, mais ils ont toujours fait partie des très grandes nations. Et pour avoir joué la Nouvelle-Zélande à 2 reprises, j'aurais bien sûr aimé rencontrer les Anglais, même à cette époque-là, même à cette période où nous étions quasiment amateurs. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous vous confiez et aussi sur vos regrets, et notamment le fait d'avoir claqué la porte du 15 de France. Ça, c'en est un. Voilà, avec plusieurs décennies plus tard, ça c'en est toujours un, d'avoir claqué la porte, on va dire, prématurément, un peu sur un coup de tête, finalement. Je ne sais pas si c'est un gros regret. Disons que quand je l'ai fait, j'imagine pas, je le sais. Je sais que lorsque je l'ai fait, c'était réfléchi, même si on a l'impression que c'était sur un coup de tête. Il y avait quand même des raisons pour lesquelles je préférais me concentrer et me consacrer à mon club, le Stade Toulousain, et à mon métier, puisque j'ai quand même travaillé pendant 21 ans prof d'éducation physique dans un collège. Alexandre Priam, peut-être une question pour Guy Novès. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris et dans le bon sens, c'est que le premier joueur actuel en fait que vous nommez dans votre livre, il arrive page 39 et c'est Cheslin Kolbe. Ça m'a beaucoup marqué. C'est le premier joueur que vous dites certes quelques mots. Il existe heureusement des exceptions pour parler des trois querelles. La plus remarquable étant certainement Cheslin Kolbe, capable d'actions et de gestes incroyables. Est-ce que vous auriez voulu peut-être entraîner peut-être, on va dire de façon plus poussée des joueurs comme Cheslin Kolbe? Ce que j'aurais aimé. Je pense que tous les entraîneurs aimeraient avoir ce genre de joueurs à sa disposition. Maintenant, j'étais extrêmement gâté au Stade Toulousain. Je me rendais compte le nombre d'ailiers et la qualité des ailiers que j'ai eu, qui s'appellent Mtamack, Emans, Claire, Marfin. Gareth Thomas. J'avais Garbajosa, Gareth qui a joué arrière, ou Willier, etc. Mais je n'avais que des joueurs un peu plus tard, Johan Hugier ou
Maxime Médard pour passer les derniers. Non, j'ai toujours eu des joueurs. C'est un petit peu le même cas lorsqu'on parle d'Olivier. J'ai toujours eu la chance d'avoir autour de moi d'abord un staff de grande qualité, mais aussi des joueurs merveilleux. Donc aujourd'hui, Colby, en le voyant jouer, me rappelle un petit peu ces ailiers qui finalement n'ont pas des gabarits exorbitants, ils sont capables de porter l'équipe, de faire des différences et de permettre à sa propre équipe de gagner en faisant des actions inimaginables. Donc c'est vrai que quand on est entraîneur, on a envie d'avoir ce genre de joueurs. Ce qui est intéressant aussi, quand on replonge dans votre carrière, vous, de joueur, c'est que finalement, vous loupez le tournoi 77, celui qui a mené au Grand Chelem un peu historique là, de cette équipe de France qui a fait le Grand Chelem à 15. Vous le loupez parce que vous allez faire un match du Manoir, je crois, une semaine avant, et vous vous blessez. C'est déjà les cadences infernales à cette époque? Non, justement, il y a surtout à cette époque, on est 15 joueurs, on n'est pas 40. Donc, si vous voulez, les entraîneurs de cette époque-là n'avaient pas sous la main le nombre important qu'ont les joueurs actuellement, qu'ont les staffs actuellement. Donc, il fallait jouer. Il y avait énormément de week-ends, on jouait tous les dimanches, et en fait, on ne se plaignait pas. D'abord, on n'avait pas l'impression de jouer sur des cadences extrêmement importantes. D'abord, on s'entraînait beaucoup moins, alors qu'aujourd'hui, le joueur professionnel s'entraîne quasiment 2 fois par jour. Donc, ça rajoute à la cadence. Et nous étions étudiants, profs, nous avions un travail à faire en dehors du rugby, mais c'est vrai qu'il y avait 2-3 entraînements dans la semaine, et le dimanche, on était heureux de se retrouver. Sauf que vous, Guy Novès, vous avez une formation d'athlète, on le rappelle, avec notamment des sélections en équipe de France jeune, des records. Record de France cadet du 1200. Oui, des performances. Et ce qui est intéressant, c'est que la préparation physique a toujours été au cœur de votre exigence, on va dire, de sportif de haut niveau. Et là, je trouve qu'il y a des liens avec Olivier Magne, notamment de ce que je connais de la carrière d'Olivier. C'est vrai que vous avez fait de la préparation physique quelque chose qui était central dans votre parcours de joueur et d'entraîneur. Mais disons que l'athlétisme que j'ai eu la chance de vivre m'a permis de me poser ce genre de questions. Effectivement, à l'époque, le rugby, moi j'ai joué avec des joueurs qui me paraissaient incroyables à l'époque, mais en fait ils étaient impressionnants, importants et dangereux quelque part sur 2 mètres carrés ou 5 mètres carrés. Aujourd'hui, les gars courent dans tous les sens. Donc c'est vrai que l'athlétisme m'a permis de me poser les vraies questions. Est-ce qu'on pouvait faire évoluer les joueurs de rugby en leur proposant des entraînements qui se rapprochaient de ce que nous faisions en athlétisme, et c'est ce que nous avons essayé de faire avec Serge Lahir à l'époque lorsqu'on a attaqué au Stade Toulousain. Ça nous a sûrement permis de gagner plusieurs titres consécutifs parce que nous avions à ce moment-là pris énormément d'avance sur les adversaires. J'avais fait revenir un ancien athlète, Dominique Hernandez, qui faisait du 100 hauteur pour nous proposer des séances de préparation physique. Il a permis au Stade Toulousain finalement de faire 4 finales et 4 titres de champion de France consécutivement, et nous faisions souvent la différence selon les mi-temps parce que nos joueurs étaient beaucoup moins fatigués que l'adversaire à cette époque-là, et nous faisions et je crois qu'aujourd'hui même les clubs de fédéral ont des préparateurs physiques. Donc le fait je suis quand même assez fier de ça, le fait d'avoir proposé aux premiers préparateurs physiques dans le rugby de rentrer au Stade Toulousain, ça a donné des idées aux autres, et aujourd'hui c'est très bien parce qu'on compare un joueur de rugby, non plus un joueur de rugby, mais un athlète de haut niveau. Oui, alors ce qui est assez surprenant, et moi bien sûr je connais votre carrière parce que j'ai des cheveux blancs, Guy, mais surtout ce qui est quand même assez sympa, j'ai une anecdote que j'ai découverte, c'est lorsque vous portez cette pancarte dans l'aéroport là avant le départ en tournée. Racontez ça aux auditeurs parce que même je pense qu'Olivier ne la connaît pas, et moi ça m'a surpris, mais elle est plutôt drôle. Hein. Mais c'est une anecdote effectivement, je trouve qu'elle est très sympathique. Aujourd'hui, elle
elle est même très drôle parce que à cette époque-là, bon, je jouais avec cette génération Fouroux, Romeu, on faisait beaucoup de jeux au pied, il n'y avait pas 35-40 minutes, enfin, entre 35 et 40 minutes de temps de jeu effectif, il y avait très peu de jeux, il y avait beaucoup de jeux au pied, on courait derrière les ballons, quand vous étiez 3 carrels, on vous demandait de suivre tous les ballons, de faire des replis, on touchait finalement très peu de ballons. Et avec Daniel Bustafa, qui jouait il y a Carcassonne, qui est un de mes amis de cette époque-là et qui l'est toujours aujourd'hui, ami. Et avec Daniel, on s'est dit peut-être que ça va faire rire les gens, enfin du moins en tournée, nos dirigeants et nos entraîneurs, si jamais on se trimballe avec ce genre de pancarte où on avait écrit effectivement nous volons des ballons. Et nous volons des ballons, nous volons des ballons. Alors c'était peut-être un cri d'amour quelque part. Nous avions envie de toucher beaucoup plus de ballons parce qu'on avait faim d'espace, de course. Et sans ballon, c'est vrai que c'était pas très intéressant. Voilà, une revendication. Nous voulons des ballons, c'était ça. Mais ça vous a causé du tort, hein, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. On va y revenir dans un instant. Voilà, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et bien sûr, on va aborder avec vous aussi le match de tout à l'heure, dans 45 minutes, ce match entre l'Angleterre et la France. Olivier, on va vous remercier d'avoir été avec nous depuis 15 heures et on va vous libérer. Voilà. Oui, merci à vous. Bon, vous ne connaissez pas, vous, l'anecdote de la pancarte de Guy? Non, je ne la connaissais pas, mais c'est vrai que voilà, aussi dans ce rugby de plus en plus professionnel, on voit que les joueurs sont de plus en plus sur la retenue et des fois un peu d'humour, ça fait du bien aussi. Ça met un petit peu de fraîcheur dans ce milieu qui est parfois aseptisé. Voilà, donc moi je trouve cette anecdote plutôt marrante, très sympa et j'espère que les jeunes joueurs l'entendent. Alors après, c'est difficile de transposer les époques, mais voilà, il y a moyen encore de faire rire aujourd'hui, de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc voilà, je trouve cette anecdote plutôt sympa et je salue Guy très chaleureusement et puis le félicite encore pour tout ce qu'il a fait pour le rugby français. Merci Olivier. Merci Olivier. On vous retrouve Guy dans un instant. Hein. Vous restez avec nous bien sûr en ligne. On a quelques petites contraintes horaires. On revient dans un instant. Sud Radio Sport et Rugby, François Trio. Dans 3 quarts d'heure, le coup d'envoi d'Angleterre-France depuis Twickenham. Daniel Herrero sera avec nous d'ici quelques minutes. Guy Novès est notre invité exceptionnel pour à l'occasion de la sortie de son autobiographie La tête haute. Guy toujours avec nous. Tiens, on va vous faire réagir quand même sur la victoire de Bayonne face à Agen 48-20. Yannick Bru, l'un de vos disciples, parce que finalement, il y a plein d'entraîneurs qui aujourd'hui, que vous avez eu et qui aujourd'hui sont dans différents clubs. Et donc j'imagine que ça vous suivez toujours les performances de vos anciens protégés? Je suis tout le rugby, mais évidemment, particulièrement les entraîneurs que j'ai eu la chance d'avoir, que j'ai pu côtoyer d'ailleurs pendant quelques années. Puis je les ai aussi surtout côtoyés lorsqu'ils étaient joueurs, puisque tous ces entraîneurs étaient, avant d'épouser ce rôle-là, étaient des joueurs. Et Yannick, les résultats de Yannick cet après-midi, évidemment, me font plaisir, même si en face il y a Régisson, qui aussi est un de mes anciens joueurs. Donc, je crois que pour eux, c'est mission accomplie. Il fallait absolument qu'ils gagnent avec un point de bonus offensif pour pouvoir aborder la suite de la saison en continuant à combattre, parce que rien n'est jamais terminé dans ce championnat. On a une question des auditeurs sur Twitch, la plateforme de streaming. Voilà, on est en interaction avec vous sur Twitch. Question de Vincent. Est-ce que vous n'avez pas eu la sensation de prendre la sélection trop tard? Écoutez, il n'y a pas de réponse, parce qu'on ne sait pas du tout comment ce que le destin vous réserve. Je l'ai pris quand dans mon cursus, mais ça correspondait peut-être à ma vie toute simple, ma vie privée, que ce soit auprès de ma famille, donc et de mon club, le Stade Toulousain, qui avait pas besoin de moi, mais qui quand même était près de moi depuis toujours.
Donc, non, je pense que j'ai pris la sélection au bon moment. Après les rencontres qui se sont passées, je rappelle que lorsque j'ai pris la sélection, du moins lorsque je me suis positionné pour la prendre, c'était Pierre Camou qui était à la tête de la Fédération française de rugby, et c'était avec lui que j'avais convenu de travailler pendant 4 ans. Vous dites d'ailleurs dans ce livre, notamment, vous parlez notamment du licenciement dont vous avez fait l'objet. Vous dites que ça vous a permis de vous poser les bonnes questions, d'analyser votre parcours. Qu'est-ce que vous referiez différemment, Guy, si vous aviez la possibilité ? Mais moi, je ne referai rien. je pense que le livre sur le Libyen est clair là-dessus. Il n'y a pas de, je n'ai pas à remettre en question le travail qu'on avait commencé à faire avec le staff qui était avec moi, Yannick, Jeff Dubois et tous les autres. En fait, au bout d'un an, il y a eu un changement de gouvernance, et effectivement, ce travail n'a pas été peut-être mis en valeur comme il aurait dû l'être, et on n'a pas eu l'occasion de pouvoir continuer à travailler pendant les 2 ans qui ont suivi de manière à aller au but. Voilà, tout simplement. En ce qui me concerne, on était en pleine reconstruction dans le rugby national et international, et donc petit à petit on récupérait des jeunes joueurs. Il y a des postes qui n'étaient pas pourvus parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers à certains postes, donc on faisait avec ce qu'on avait. Et non, je pense qu'il n'y aurait rien à recommencer. On le sait, vous avez eu plusieurs décennies de compétition. Un compétiteur, voilà, c'est ce que vous êtes. C'est plusieurs fois mentionné. C'est une vie de compétiteur, une vie de compétition. C'est mentionné plusieurs fois dans le livre. Mais aujourd'hui, il y a peut-être plus de compétition au quotidien. Comment vous arrivez à remplacer ça, Guy Novès ? Mais je pense comme tout le monde. Je suis quelqu'un de normal. Une vie complète, accomplie, 40 ans ou un petit peu plus au Stade Toulousain, 2 ans avec l'équipe de France, 3 enfants, 4, bientôt 5 petits-enfants, donc des passions comme toutes les personnes peuvent avoir dans leur vie. Je me rends disponible lorsqu'on a besoin de moi autour de moi, que ce soit auprès de ma famille ou auprès de mes amis. Non, je pense que j'ai 67 ans, donc dans 3 ans, je suis 70 ans, donc il est quand même peut-être un peu logique. On peut faire un peu de compète à vélo, Guy, quand même. Non, mais oui, mais bien sûr, j'ai fait encore du vélo ce matin, je suis allé marcher avec les chiens. Bien sûr, je fais beaucoup de vélo, mais je n'ai plus, évidemment, je ne cherche plus à avoir l'esprit de compétition qui m'animait pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, vous savez, j'ai fait une intervention avec le professeur Lagari qui disait qu'il fallait à un certain âge faire de l'activité physique un certain nombre de fois, et je partageais tout à fait son avis. Il disait c'est pas pour vivre beaucoup plus vieux. Alors là, ça m'a un peu interloqué, parce que non, c'est pour reculer la dépendance. Et c'est vrai qu'il avait totalement raison. Faire de l'activité, lorsqu'on a un certain âge, c'est pouvoir s'assumer et garder sa liberté. Et c'est ce que j'essaie de faire. La tête haute, mon autobiographie Guy Novès, avec quand même aussi, il faut le souligner, le travail de Jean-Louis Lafitte et Grégory Lothor, nos confrères, et c'est un beau travail aux éditions Hugo Sport. Votre regard quand même sur le match cet après-midi, 17h45, on va vivre en direct. Ce match-là, comment vous le sentez, ces Français, après un mois sans compétition nationale, on va dire, enfin internationale? Ben, comme tout le monde, ce sont des matchs qui sont entre guillemets des matchs pièges. D'un côté, on a une équipe d'Angleterre qui est bizarrement atone, qui est complètement qui rend les ballons au pied en permanence. Enfin, cette équipe d'Angleterre je la reconnais pas. C'est pas celle que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 2 ou 3 ans. Et puis de l'autre, on a cette équipe de France qui donne l'impression de marcher sur l'eau, mais encore une fois, tant qu'elle n'a pas joué, je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant, prudent. Je crois qu'il faut tout simplement
ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, mais j'ai la sensation que l'équipe de France doit et va gagner. Mais encore une fois, on se demande pourquoi cette équipe d'Angleterre est devenue si pauvre récemment. Hein. Elle a encore perdu sur son terrain contre l'Écosse. Donc, elle a failli perdre contre l'équipe de France B de cet automne. Donc, je pense qu'il est piégeux ce match. Si l'équipe de France met les ingrédients qu'elle a pu mettre ces derniers temps, notamment ces derniers mois, je ne vois pas comment l'Angleterre peut battre l'équipe de France à l'heure actuelle. Vous dites le maillot bleu, c'est comme le treillis de l'armée française. Vous dites ça lors de votre mandat. Est-ce que cette équipe de France, notamment à Twickenham cet automne, avait mis le maillot bleu comme un treillis de l'armée française, justement? J'ai la sensation, oui, que l'équipe de France, enfin, du moins les joueurs qui composaient cette équipe à ce moment-là, et ceux qui composent l'équipe à l'heure actuelle, sont des joueurs qui, d'abord gagnent, mais encore une fois, gagnent de manière très collective. On ne va pas même s'il y a des joueurs exceptionnels, on le sait tous. Il y a quelques joueurs qui font des différences à l'heure actuelle incroyables, comme dans tous les grands clubs, et comme d'ailleurs j'ai eu la chance d'avoir. Que ce soit au Stade Toulousain, de grosses équipes, mais aussi des joueurs exceptionnels. Donc, j'ai l'impression que ce sont des joueurs qui sont extrêmement solidaires, qui quand même font leur travail avec une minutie particulière, notamment en défense. Hein. On voit que celui qui a organisé la défense au niveau de l'équipe de France a fait un excellent travail, et on voit que collectivement, quand on voit l'équipe de France se défendre sur sa ligne, pour ne pas prendre de points avec une telle férocité, en étant très, très précise de manière individuelle et collective, on sent qu'effectivement ça ressemble à ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire une équipe qui ressemble à l'armée, où là il ne faut pas trop réfléchir, il faut baisser la tête et que chacun fasse son travail en essayant d'être performant. On a une question de Sicas sur Twitch, sur la plateforme de streaming, qui nous demande: qu'est-ce que vous pensez d'Antoine Dupont? Est-il le meilleur joueur du monde actuellement? C'est compliqué de dire tel ou tel joueur est le meilleur du monde. D'abord, il faut voir quels sont les joueurs qui vont arriver de l'hémisphère sud pour pouvoir le comparer. Mais Antoine, c'est un joueur qui était extrêmement surprenant. Lorsque nous étions en charge de l'équipe de France, il arrivait tout juste. Il était très très jeune. Pour connaître un petit peu sa vie, on sent il s'est rapproché de Toulouse, il est venu de Castres, il est arrivé à Toulouse, mais on sent qu'il prend une immense place dans les résultats au niveau de l'équipe de France. Et quand on a un joueur comme ça qui porte le danger en permanence autour des avants, autour d'un pack, qui distribue le jeu, évidemment ça sert à les défenses et ça permet à d'autres, comme Jérémy Vakatawa entre autres, de faire d'autres différences, ou quand il y avait Jérémy, certains joueurs aussi peuvent être extrêmement performants en tout. Non, Antoine, on peut pas dire aujourd'hui tel et tel joueur est le meilleur du monde. Mais il est certain que s'il continue dans cette direction, il peut devenir un des meilleurs joueurs du monde. Oui, on rappelle effectivement que tournoi 2017, il avait débuté avec vous, notamment fini le match contre les Gallois avec ses arrêts de jeu à rallonge, qui avait mené une victoire sur mêlée. Guy, votre pronostic pour cet après-midi, on va dire en termes un peu plus concrets, on a senti que vous pensiez que les Bleus pouvaient le faire. Ça se traduirait comment en termes de score, selon vous, parce que ça peut être serré? Moi, je suis cocorico, quoi qu'il arrive, et donc aujourd'hui, quand je vois la pauvreté du rugby anglais à l'heure actuelle, que d'ailleurs j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre les Jones et ses choix techniques et stratégiques. Non, moi je vois 20 points d'écart, mais après peut-être je suis un peu excessif, mais je vois une équipe de France dominer l'Angleterre, parce que de toute façon l'équipe de France va rivaliser sur des phases statiques, c'est certain, mais après, à partir du moment où l'Angleterre rend les ballons au pied comme je les ai vus les rendre ces derniers temps,
J'imagine que les Français vont se délecter de ces ballons. On parle de Twickenham, dans un Twickenham quand même qui est vide. C'est un stade effectivement mythique lorsqu'il y a 80 000 personnes qui chantent. Mais lorsqu'il est vide, ça sonne creux. Donc, non, je vois l'équipe de France battre l'Angleterre, oui. Eh bien voilà, nous aussi, on l'espère en tout cas, et on vous remercie Guy d'avoir été avec nous. On rappelle le titre de votre autobiographie, voilà, que l'on montre à la caméra, puisqu'on est, on est à la radio, mais aussi devant la caméra sur les réseaux sociaux. Guy Novès, La tête haute, mon autobiographie, c'est chez Hugo Sport, et c'est surtout avec la collaboration aussi, faut-il le rappeler, de Jean-Louis Lafitte et Grégory Lautor. Merci Guy d'avoir été avec nous, et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Voilà, on espère que votre pronostic sera le bon. On croise les doigts. Voilà. Merci. À bientôt.